Bonsoir tout le monde. Moi, je me présente, donc Julie Proust-Tanguy, je suis professeure de lettres classiques. Je suis aussi essayiste spécialisée surtout dans les littératures de l'imaginaire. J'ai publié plusieurs essais chez les magnifiques éditions Les Moutons électriques, un sur la figure du pirate à travers les âges et les arts, un sur les sorcières, et celui qui me vaut le plaisir d'être invité ce soir, un sur l'imaginaire japonais qui s'appelle tout simplement donc, Japon, panorama de l'imaginaire japonais. Guillaume l'avait derrière lui il y a quelques instants, et qui est un essai en fait dans lequel j'essaye de montrer pourquoi finalement la pop culture japonaise et la culture plus traditionnelle sont intrinsèquement liées, puisque en France, quand on parle du Japon, généralement, soit on vous parle de samouraï, de cérémonie du thé, de geisha, de calligraphie, d'un univers extrêmement traditionnel, soit au contraire, on va vous parler de manga, d'animé, de jeux vidéo, et du coup, c'est vrai qu'on peut on peut se demander comment est-ce que c'est possible finalement qu'au sein d'un même pays, il y ait des imaginaires aussi diversifiés. Et du coup, à travers ce livre-là, j'essaye de montrer comment ils sont imbriqués. En m'intéressant à l'imaginaire japonais, ça m'a amené aussi du coup à faire des recherches sur finalement cet imaginaire, comment est-ce qu'il a pu partir à la rencontre d'un certain imaginaire occidental. Il se trouve que, comme vous, si vous êtes là, j'adore Lovecraft depuis l'adolescence, et lors de mes nombreux voyages au Japon, j'ai toujours été frappée dans les librairies japonaises par le fait que ils ont toujours un rayon spécial Lovecraft où vous allez trouver des jeux, vous allez trouver des mangas, des jeux de rôle, des romans, enfin tout un territoire extrêmement riche auquel on n'a pas eu accès, nous, qui a été très peu traduit jusque-là. Et depuis 2 ans maintenant, on commence un petit peu à voir justement le bout de l'iceberg de ce continent nippon Lovecraftien avec, j'imagine que vous les avez sans doute lu, les adaptations de Watanabe. Et du coup, ça m'a donné envie de m'intéresser un petit peu plus près à comment est-ce que le Japon il a rencontré Lovecraft, pourquoi est-ce que cet imaginaire-là a pu lui parler, comment est-ce que les Japonais se le sont appropriés, comment est-ce qu'ils l'ont illustré, comment est-ce qu'ils l'ont détourné. Et donc, c'est de ça dont j'ai envie de vous parler ce soir. Alors, j'ai déjà oublié, je voulais vous montrer quelques images, donc je prends une minute pour partager mon écran. Donc, avec première ukiyo-e détournant l'image de Cthulhu et la grande vague de Kanagawa d'Okusai. Qui n'est donc, vous en doutez par contre, pas la toute première occurrence de Lovecraft au Japon. En l'occurrence, Lovecraft, il apparaît entre guillemets au Japon dans les années 40, avec une toute première traduction qui est une traduction du témoignage de Randolph Carter, qui va être publiée dans un magazine qui s'appelle Habaka, ce qui veut dire le cimetière. Et Habaka, c'est un peu en fait l'équivalent pulp nippon de Astounding Stories. À partir de cette toute première traduction, mais il y a un intérêt en fait qui va se développer autour de Lovecraft, entre autres parce que des écrivains comme Edogawa Rampo, qui est le maître de l'Eroguro, dont vous avez peut-être lu La Proie, ou dont vous avez peut-être lu L'île Panorama, qui a été retraduit et elle-même adapté en manga il y a quelques années. Donc des écrivains comme ça vont populariser Lovecraft en disant que c'est un écrivain qui a de grandes qualités littéraires, qui a un imaginaire remarquable, ce qui fait que dans les années 40, les Japonais vont se mettre à traduire Lovecraft, et du coup, vous avez des mangaka comme Shigeru Miyamoto, qui est le papa de Kitaro le Repoussant, qui va commencer à s'inspirer de Lovecraft. Kitaro le Repoussant, si vous ne connaissez pas, donc c'est un grand classique du manga, mais aussi un grand classique de l'animation japonaise, et c'est un univers qui est bourré de yokai. Les yokai, alors je vais me permettre d'expliquer à chaque fois, parce que je ne sais pas si c'est votre amour pour Lovecraft ou votre amour pour le Japon, ou les deux qui vous ont conduit ici, mais du coup je vais prendre le temps d'expliquer comme si
vous n'étiez pas des spécialistes. Donc les yokai, ce sont des espèces d'esprits surnaturels qui vont incarner différentes bizarreries naturelles. Et dans Kitaro le Repoussant, vous avez un petit garçon qui naît dans un cimetière avec un œil arraché qui va devenir son père et qui du coup apprend à vivre avec les créatures surnaturelles. Du coup, c'est peu étonnant finalement qu'un écrivain qui a un imaginaire comme ça tombe amoureux de Lovecraft et l'adapte à sa sauce. Il va écrire un manga qui s'appelle Chitei no Ashioto, ce qu'on peut traduire par les pas du monde souterrain ou les pas dans le monde d'en dessous, qui est en fait une réécriture de l'horreur de Dunwich. Mais jamais le nom de Dunwich ne sera utilisé. L'histoire, elle est transposée dans un Japon rural, mais fondamentalement, la trame narrative est la même. Donc ça va être un des premiers contacts des mangaka avec l'univers de Lovecraft. Puis, dans les années 50-60, l'horreur japonaise va un petit peu s'essouffler, Lovecraft va être un petit peu laissé de côté, jusqu'à ce que dans les années 80, il y ait une redécouverte de Lovecraft à travers, en fait, finalement, les premières traductions de l'Appel de Cthulhu, non pas la nouvelle, mais bien évidemment le jeu de rôle. C'est le moment où, finalement, dans les années 80, vous avez aussi tout un boom autour de l'horreur japonaise, avec des films comme Ring, par exemple, comme Ju-On, comme Darkwater, c'est un petit peu plus tard, mais c'est vraiment un moment finalement où l'horreur, ça correspond bien finalement aussi à l'état d'esprit du Japon dans les années 80 malheureusement, mais l'horreur va se développer, l'horreur redevient à la mode, et va d'autant plus redevenir à la mode que une des grandes figures de l'imaginaire japonais des années 80, c'est la schoolgirl, et les schoolgirls, elles aiment bien se faire peur, donc du coup, pour faire plaisir à ce personnage-là qui est en train de redresser l'économie, on va produire de l'horreur à l'appel. Et l'horreur au Japon, dans les années 80, va reposer sur des principes qui sont finalement très Lovecraftiens. C'est-à-dire que vous allez avoir... le principe de l'horreur japonaise, à ce moment-là, c'est qu'il faut absolument qu'il y ait une progression logique vers l'horreur. Il faut absolument que l'horreur se construise petit à petit et devienne de plus en plus étouffante, exactement finalement comme la trame narrative de la plupart des nouvelles de Lovecraft. Si vous prenez par exemple une des histoires les plus populaires dans les années 80, qui est une légende urbaine qui a été après adaptée en manga, en film, etc., etc., donc qui est la légende de Hanako-san, le fantôme des toilettes, c'est pas très glamour. Cet Hanako, on sait que pour l'invoquer, il faut aller au 3e étage, dans le 3e cabinet de toilette des filles. On sait qu'il faut l'invoquer 3 fois. Et on a beau savoir ça, on a beau avoir finalement toutes les règles pour tenter d'empêcher l'horreur de se produire, elle finit toujours par nous éclater au visage. Et vous finissez toujours par avoir un fantôme sanguinolent qui vous saute dessus. Une des deuxièmes règles de l'imaginaire japonais, c'est l'idée qu'il faut absolument que l'horreur, elle dépasse l'entendement humain. On ne pourra jamais expliquer ce qui se passe. On sera condamné à le subir. Exactement comme dans les nouvelles de Lovecraft, où on a beau avoir des personnages qui, même quand ils essayent d'avoir une approche tout à fait rationnelle ou scientifique, ou on va dire au moins naturaliste de ce qu'ils peuvent observer, il y a toujours un moment où finalement ils ne peuvent plus, faire face à l'horreur. La troisième chose qu'on retrouve aussi dans l'univers de Lovecraft et qu'on retrouve dans l'horreur japonaise des années 80, c'est cette idée que la société moderne ne pourra jamais vous protéger. Vous aurez beau essayer de vous réfugier derrière la technologie, la science, la rationalité, vous ne pourrez jamais surmonter l'horreur. Ça, c'est ce qu'on va retrouver notamment dans les histoires de fantômes japonais. Et il y en a une qui est chère à mon cœur. Bon, elle date pas des années 80, mais elle repose sur ce principe-là, donc j'ai envie de lui faire un petit peu de publicité. C'est un très beau film. Beau n'est peut-être pas forcément le bon terme. Un très intéressant film de Kiyoshi Kurosawa qui s'appelle Kylo. Et Kylo, en fait, ce sont des fantômes qui se diffusent grâce à Internet. Et du coup, comment est-ce que vous voulez empêcher la diffusion d'informations via Internet? La dernière chose qu'on peut retrouver dans l'horreur japonaise des années 80 et dans l'univers Lovecraftien, c'est cette idée que de toute façon, vous aurez beau
persévérer, vous aurez beau faire tous les efforts du monde, à la fin, la destruction, une destruction totale finira toujours par vous menacer. Donc c'est quelque chose de profondément japonais, tout cet imaginaire de l'apocalypse, je reviendrai un petit peu dessus tout à l'heure, mais l'imaginaire de l'apocalypse, il est très développé chez les Japonais. Vous avez forcément des images de Godzilla en tête, ou tout simplement des images tristement réelles, comme celle des tsunamis, des tremblements de terre, ce genre de choses-là. Donc les Japonais ont vraiment... l'apocalypse fait partie de leur vie, et du coup, finalement, dans leur imaginaire, ils ne vont pas chercher à l'éviter. Exactement comme nos personnages Lovecraftiens qui sentent que quelque chose va les dépasser, que quelque chose d'horrible va se produire, mais qui ne pourront pas empêcher finalement un jour la disparition du genre humain au profit de ces grands anciens, de ces créatures imméprisables qui finiront bien par se réveiller et par venir nous faire disparaître. Et pardon, je vous disais que c'était une dernière chose, mais finalement c'était que l'avant-dernière. Un dernier point qu'on retrouve beaucoup dans l'imaginaire japonais des années 80, c'est que l'horreur, elle est toujours liée à un milieu humide. C'est-à-dire que les esprits vont être associés à l'eau, vous allez avoir des univers de tentacules, bref, autant de choses qu'on repère dans l'imaginaire Lovecraftien. Du coup, c'est pour ça que dans les années 80, Lovecraft, on se met à le retraduire, on se met à le commenter, on se met à l'adapter, et on se met à glisser un petit peu à toutes les sauces dans l'imaginaire. Une des manières de l'insérer dans l'imaginaire, c'est tout simplement déjà de se réapproprier tous ces noms extrêmement exotiques et extrêmement fascinants qu'a pu façonner Lovecraft. Alors, les Japonais se les réapproprient, mais ils vont se les réapproprier en les modifiant légèrement. Tout simplement parce que le japonais, c'est une langue syllabique, et il y a des syllabes qui sont absolument imprononçables. Donc, Cthulhu, par exemple, c'est impossible de le prononcer Cthulhu ou Cthulhu, peu importe la manière dont vous avez l'habitude de l'invoquer lors de vos soirées confinées. Pour les Japonais, Cthulhu, c'est Cthulhu. Donc, c'est très mignon. C'est pas très terrifiant pour le coup, mais voilà, il va y avoir des petites adaptations comme ça. Dans les adaptations, du coup, quand vous allez prendre l'univers du manga puis de l'animé Digimon, on ne va pas vous parler de Dagon, de Dagon, peu importe si vous le dites à la française, on va vous parler de Dagomon. Quand on va vous parler de Nyarlathotep dans Persona 2, alors ça va être correctement écrit Nyarlathotep sur votre écran de console. Par contre, ça va se transformer en Nyarlathotep ou un truc du genre en japonais, parce que c'est impossible de dire Nyarlathotep. Pareil, quand vous avez le Necronomicon qui apparaît dans Persona 5, c'est pas le Necronomicon, c'est le Necronomiconu ou le Neculonomiconu. Il va y avoir des ou très mignons et très chantants. Du coup, ça ressemble déjà à une chanson de cultiste qui vont se glisser dans les noms. Lovecraft lui-même va faire des apparitions parfois dans certains univers. Donc vous avez un manga qui a aussi été adapté en animé et qui est très intéressant, qui s'appelle Bungo Stray Dogs. Dans Bungo Stray Dogs, en fait, c'est une agence de détectives qui réunit finalement différents grands écrivains. Alors à l'origine, dans la première saison, c'est surtout le premier arc, si vous parlez en termes de manga, ce sont surtout des écrivains japonais, soit des écrivains de romans policiers, soit des écrivains beaucoup plus classiques comme Osamu Dazai. Et puis, dans la saison 2, si on parle en termes d'animé, ou dans l'arc 2, si on parle en termes de manga, il y a aussi des personnages occidentaux qui vont arriver, dont un certain Howard Philip Lovecraft qui va faire partie du coup de l'agence et qui a un pouvoir un petit peu particulier qui s'appelle The Great Old Ones, donc les grands anciens, dire que il peut faire jaillir des tentacules de ses mains, parce que c'est toujours mieux avec des tentacules. Donc ça, c'est une manière finalement facile de se réapproprier l'imaginaire Lovecraftien. On prend des noms et à partir de ces noms, on va faire des clins d'œil, et des clins d'œil qui vont être plus ou moins appuyés à l'univers. Je pourrais vous citer encore 3 tonnes d'exemples, je vais vous en donner quelques-uns pour les curieux. Je vous recommande par exemple un manga de fantasy qui s'appelle Orion, qui est
écrit et dessiné par quelqu'un que vous connaissez bien, à savoir Masamune Shirow, qui est le créateur de Ghost in the Shell. Et donc dans Orion, vous avez, donc c'est tout un univers de fantasy avec un mélange de mythologie indienne, japonaise et de mythologie Lovecraftienne. Donc vous allez avoir un démon à tentacules qui dévore des planètes et qui s'appelle Cthulhu par exemple. Si vous êtes des adorateurs de Cthulhu et que vous aimez bien voir la manière dont on le décline à toutes les sauces, je vous recommande un petit jeu qui s'appelle Kulitolu Litolu. Encore une fois, ils ne peuvent pas le prononcer de la même manière que nous, qui est un jeu de romance où vous allez pouvoir à la fois vous entraîner à draguer, mais aussi vous entraîner à vous battre avec des tentacules. Donc, ce qui est quelque chose que Lovecraft, en bon puritain, n'aurait certainement pas apprécié, mais bon, si ça vous amuse, vous pouvez vous pencher sur la question. Et si votre univers c'est plutôt celui de Dunwich, vous avez un excellent manga qui s'appelle Time Machine, qui est un manga autour d'un acupuncteur qui vit à Dunwich et qui combat lui aussi son lot de tentacules et dieux qui vont ramper. Donc voilà, ça c'est première appropriation de l'univers Lovecraftien dans les années 80, c'est on fait du name dropping, on rajoute un petit peu d'exotisme dans nos compositions. Il va y avoir des hommages et des approches un petit peu plus sérieuses, entre guillemets, on va dire, et qui vont être liées à 3 personnages. Le premier personnage, il s'appelle Chakiko Nata, le deuxième, ça sera Ken Asamatsu, et le troisième, vous avez une conférence sur lui hier soir, à savoir Junjo Ito. Alors le tout premier, Chakiko Naka, c'est peut-être pas forcément un nom que vous connaissez, que vous associez à quelque chose de particulier, mais c'est une sommité dans le monde du manga, mais aussi dans le monde du tokusatsu. Le tokusatsu, ce sont ces shows à la Power Rangers, Bioman, que vous avez pu regarder quand le Club Dorothée existait encore. Donc c'est des shows où c'est des Super Sentai en fait, où vous avez des guerriers en juste au corps qui vont lutter contre des monstres ou contre des mechas ou ce genre de choses-là. Donc Konaka, il a beaucoup travaillé pour ce milieu-là, mais il a aussi beaucoup travaillé dans le milieu du manga et de l'anime. Donc on lui doit des Digimon dont je vous parlais tout à l'heure, Armitage the Third. Pas besoin de signaler, j'imagine, d'où sort l'inspiration du personnage principal. Des choses comme Technolize aussi, si vous préférez les univers un petit peu cyberpunk. Et donc, Konaka, c'est quelqu'un qui, dès qu'on lit une interview de lui, il insiste sur la dette qu'il doit à 2 auteurs occidentaux, à savoir Lovecraft d'un côté et Lewis Carroll de l'autre. En l'occurrence, Konaka, il vous dit que Lovecraft l'a toujours aidé à boucler ses scénarios. C'est-à-dire que quand on travaille pour la télévision, on n'a pas forcément toujours le temps de se renouveler beaucoup du point de vue de l'inspiration narrative, et du coup il s'est beaucoup inspiré des trames de Lovecraft et surtout des ressorts d'écriture de Lovecraft pour pour mettre en scène de l'horreur, pour essayer de créer des images ou des histoires intéressantes et terrifiantes. Konaka, c'est quelqu'un aussi qui, quand il décide d'écrire un roman, il va écrire un roman qui va être une espèce de réécriture japonaise du cauchemar d'Innsmouth. Et quand il se rend compte que finalement ne faire que du décalque c'est pas bien et qu'il faut qu'il crée son propre univers, il va écrire une nouvelle qui s'appelle Terror Rate. Enfin, ça s'appelle pas Terror Rate en japonais, mais pour une fois ça fait partie de ce petit iceberg auquel vous pouvez avoir accès, puisque il est peut-être plus facile pour vous de lire en anglais qu'en japonais. Et dans Terror Rate, on va avoir en fait une jeune femme qui est engagée pour une expérience scientifique. On l'engage en fait pour dormir dans une maison qui est considérée comme étant hantée. Et on dit qu'on va la filmer et on va l'enregistrer pendant toute la nuit pour voir comment est-ce qu'elle interagit avec son environnement. Comme c'est une jeune femme qui est complètement fauchée et qu'elle est sûre que les fantômes, ça n'existe pas, elle accepte la proposition. Et tout se passe très bien jusqu'à ce qu'elle se retrouve face à un disque qui est
perdue dans la maison et qu'elle se mette à jouer le disque, et que le disque, c'est un chant de cultiste à base de Yaya Cthulhu-Fnagn, et c'est le moment où tout va se mettre à basculer. Donc là, c'est le moment où Konaka, pour le coup, il fait plus juste du décalque, il enrichit finalement le panthéon Lovecraftien. Konaka, si c'est quelqu'un d'important dans l'imaginaire japonais, c'est parce que c'est quelqu'un qui, dans les années 80, va définir aussi toute une série de règles. J'en ai déjà mentionné quelques-unes tout à l'heure, en tout cas quelques points communs qu'on peut trouver à l'horreur japonaise des années 80. Mais Konaka, il va vraiment créer toute une série de règles qu'il faut respecter pour être sûr de faire un bon film de terreur. Dans les règles, par exemple, donc il y a cette idée que la terreur se construit par étapes. Il ne faut pas qu'il y ait une notion de fatalité. Donc il n'y a pas de maison construite sur des cimetières indiens, par exemple, contrairement à ce que fait l'horreur américaine à la même époque, dans les années 80. Il y a cette idée aussi que les médiums et les exorcistes, c'est pas des héros, c'est des personnages comme les autres. Il y a cette idée aussi que quand on fait apparaître un fantôme, il ne faut jamais le filmer en même temps que le personnage auquel il est confronté. Il faut toujours séparer ce qui peut être considéré comme surnaturel de ce qui peut être considéré comme réel. Ce qui fait que du coup, vous ne savez jamais si le personnage il est en train de devenir fou et qu'il a des hallucinations et que l'horreur est juste le produit d'un esprit qui est en train de craquer, ou si l'horreur elle est bien en train de se dérouler. Le fantôme, il ne faut jamais qu'il parle, il faut toujours qu'il reste mystérieux, qu'il soit même limité finalement à un attribut physique. Donc ça peut être, généralement c'est les longs cheveux noirs. Si vous avez vu Ring, pensez notamment à cette scène où Sadako, le fantôme, sort du puits. On n'a qu'une masse de cheveux noirs devant son visage, et ce n'est qu'à la fin qu'on aura le droit de voir un œil révulsé et absolument monstrueux. Et il y a cette idée aussi dans les théories de Konaka que c'est toujours mieux finalement quand on montre un personnage qui est terrorisé plutôt que de montrer l'horreur elle-même. Et ça, c'est aussi quelque chose qu'on a souvent chez Lovecraft, ou c'est chez ses continuateurs. Enfin, pensez à la manière dont Auguste Derleth adore finir ses nouvelles avec quelqu'un qui crie « Ah, la fenêtre !» et ça finit sur un beau point d'exclamation. Dans l'horreur selon Konaka, finalement, ça devrait fonctionner de la même manière. Il vaut mieux suggérer plutôt que de montrer. Il vaut mieux montrer l'impact de l'horreur plutôt que finalement faire ce qu'on fait tristement souvent dans le cinéma d'horreur aujourd'hui, à savoir vous annihiler sous les détails gore qui vont provoquer une répulsion, mais vont pas provoquer une véritable terreur finalement. Et si l'horreur doit être montrée, il faut absolument vous bombarder pour que vous n'arriviez plus à réfléchir. Exactement comme, pensez par exemple à la description de l'abomination de Dunwich. Lovecraft vous bombarde de tellement de détails qui sont incompatibles les uns avec les autres que votre cerveau finit par bugger parce que vous n'arrivez pas à imaginer, vous n'arrivez pas à vous approprier ce qu'on est en train de vous décrire. Chez Konaka, ça sera pareil. On va vous montrer plein de petits détails qui semblent incompatibles et du coup, vous allez bugger. Vous allez vous retrouver dans un état de stupeur, exactement comme le personnage. Donc ça, c'est notre premier grand appropriateur, continuateur Lovecraftien au Japon. Le deuxième, il n'appartient pas à l'univers du cinéma, ni à l'univers des mangas, ou quoi que ce soit. C'est une continuation purement littéraire. Donc Ken Asamatsu, c'est quelqu'un qui, la première fois qu'il lit Lovecraft, en l'occurrence, lui, le coup de foudre, c'est avec l'affaire Charles Dexter Ward, il décrète qu'il a trouvé l'auteur de sa vie, il a trouvé le grand maître dans les pas duquel il a envie de marcher. Du coup, une des premières choses qu'il va faire à Samatsu, et les Japonais lui sont certainement extrêmement reconnaissants, c'est de traduire tout ce qui n'avait pas été traduit entre les années 40-50. Donc tout ce qui, parce que d'un seul coup, l'effet de mode était retombé, tout ce qui était resté inconnu pour le public japonais. Donc déjà, il traduit. Puis au bout d'un moment, traduire, c'est pas suffisant, comme il a bien compris que l'univers Lovecraftien, c'est un univers qui est extrêmement, qui fonctionne sur l'auto-référencement, qui fonctionne sur le fait
mais d'inviter d'autres auteurs à compléter le mythe et le panthéon, mais il décide de faire la même chose au Japon. Et du coup, il va lancer des anthologies de nouvelles qui servent finalement à compléter, à prolonger, à rendre hommage, tout ce que vous voulez, au panthéon Lovecraftien. La toute première compilation, elle va s'appeler Hishin, ce qui veut dire The Hidden Gods. Donc, là aussi, pour les Lovecraftiens aguerris que vous êtes, vous voyez tout de suite où il veut en venir. Mais cette première anthologie, même si elle est absolument magnifique, qu'elle est traduite en anglais d'ailleurs, si elle vous intéresse, mais c'est un flop. Mais c'est pas un flop à cause... à cause de la qualité, c'est un flop parce que pas de bol pour Asamatsu, quelques jours plus tard en tout cas, où il publie son anthologie, il y a l'attaque au gaz sarin dans le métro de Tokyo, qui est menée par la secte, je ne sais jamais s'il faut dire Aum ou Aum, j'ai toujours une hésitation. Donc vous savez, cet attentat qu'il y a eu en 1995, et cette secte-là, justement, quand on en interroge les principaux dirigeants, alors ils disent pas qu'ils aiment Lovecraft, il n'est pas désigné, mais en tout cas, ils se présentent comme des otaku. Otaku, c'est l'équivalent de geek pour les Japonais, donc des gens qui sont passionnés par tout ce qui relève de l'imaginaire, et du coup, momentanément, tout ce qui va relever de l'imaginaire au Japon va avoir mauvaise presse. Dire que les otaku sont tous des cinglés, que ce sont des psychopathes antisociaux. Vous savez, un petit peu comme cette magnifique campagne de pub qu'on a tous subie dans les années 80 quand on aimait le Club Dorothée, la science-fiction, le jeu de rôle, et que d'un seul coup on était tous satanistes. Mais on a un peu la même chose finalement dans les années 90 au Japon. Mais Ken Asamatsu, malgré tout, pas malheureusement, il persiste, donc il continue à traduire, il écrit même ses propres romans. Vous avez notamment un roman qui s'appelle Makyo no Genei, qui n'est pas traduit en anglais, mais qui vous parle, qui suit finalement une famille aristocratique qui a passé un contrat avec une espèce d'entité qui s'appelle Kushiru, une espèce de Cthulhu encore un petit peu détourné, et qui, du coup, on voit un peu l'influence de ce pacte, et finalement, c'est vis ma vie de cultiste et vis tous mes problèmes de cultiste. Quand il écrit pas ses romans, mais il continue aussi à faire des anthologies. Donc là, il y a encore quelques titres qui sont traduits en anglais, si jamais ça vous intéresse de lire des voix japonaises par rapport à l'univers Lovecraftien. Donc vous allez avoir Night Voice, Night Journeys, The Inverted Kingdom, Straight to Darkness and The Dreaming God. Là encore, The Dreaming God, vous voyez tout de suite à qui on fait référence. Donc on a 4 anthologies qui sont publiées, alors pas dans les années 90, mais au tout début des années 2000, où finalement on voit encore une fois du coup comment est-ce que les Japonais rendent hommage à cet univers-là. Et je vous avais annoncé donc un 3e personnage, Junji Ito. Donc je ne vais pas vous faire une immense conférence. Je pense que mon collègue conférencier vous aura déjà bien mis en bouche hier, et j'ai juste envie de me retarder sur un manga en particulier qui s'appelle Spiral. Vous avez forcément du coup entendu parler hier, alors qui est très difficile à trouver malheureusement aujourd'hui, puisque ça a été publié entre 2000 et 2010 en France, et malheureusement il n'a pas été réimprimé depuis. Et donc dans Spiral, on va découvrir finalement la manière dont les habitants d'une petite bourgade côtière vont être affligés par une espèce de malédiction qui les transforme en spirale. Et du coup, vous allez plonger dans un univers où va régner la paranoïa, la folie, l'obsession, les déformations, et tout ça va finir dans une espèce de cité enfouie avec une géométrie non euclidienne qui aurait certainement beaucoup plu à Lovecraft. Junji Ito, il s'inspire là aussi de l'écriture Lovecraftienne pour faire progresser l'horreur dans son récit. La manière dont il fonctionne par symbole, par association d'idées, par suggestion, pour d'un seul coup
essayer de vous surprendre, à vous montrer quelque chose que vous allez avoir du mal à comprendre, parce que dans cet univers de spirale, tous les corps finissent complètement enroulés sur eux-mêmes à la manière d'escargots, et c'est la première transformation est assez étrange à digérer, on va dire, visuellement. Enfin, tout ça, c'est vraiment, il l'a reconnu lui aussi dans de nombreuses interviews, enfin, sa vision de l'horreur, elle est profondément nourrie de l'horreur moderne telle que l'a définie Lovecraft. Et du coup, vous allez me dire, bon, c'est beau, elle nous balance plein de noms qu'on avait plus ou moins entendus, mais pourquoi finalement, qu'est-ce qui fait que nos Japonais, ils ont pu être fascinés par cet univers-là? Quelles étaient finalement les choses qui ont permis ce terrain de rencontre? Alors, la première chose déjà, c'est que dans la culture japonaise, et du coup après, c'est logique, dans l'imaginaire japonais, donc vous avez un des piliers, pardon, de la culture japonaise, c'est une religion qui s'appelle le Shinto. Le shintoïsme, si les deux termes sont acceptés. Le shintoïsme, c'est une religion qui ne repose pas sur une doctrine, c'est une religion de l'animisme finalement, c'est cette idée que au Japon, tout ce qui vous entoure est vivant, qu'il peut y avoir des dieux dans toute chose, tout a une âme, que ce soit vous, bien évidemment, les animaux, les végétaux, les minéraux, bref, il y a une espèce de grande harmonie cosmique. Cette harmonie, cependant, pour la maintenir, il faut effectuer régulièrement des séries de rituels qui permettent d'apaiser les kami, c'est-à-dire les divinités qui vivent dans tous ces éléments qui vous entourent. Parce que si vous n'apaisez pas les kami, votre environnement naturel va se retourner contre vous. Si vous ne faites pas attention aux dieux qui sommeillent autour de vous, ou si vous les réveillez brutalement parce que vous ne les avez pas respectés, mais l'horreur et l'apocalypse vont forcément se déclencher. Vous reconnaîtrez là, bien évidemment, des éléments du mythe Lovecraftien que vous aimez tant. Dans ces dieux, dans ces divinités, il y a différentes catégories. Donc, tout à l'heure, je parlais des yokai qui sont plus des petits esprits, mais dans les divinités, il y en a certaines qu'on appelle les Osoro Shimono, c'est-à-dire les choses terrifiantes. Parce que Osore, c'est ce qui inspire la peur, c'est ce qui inspire le respect. Donc, ce sont des éléments naturels que vous n'avez pas envie de provoquer. Et ce sont aussi des éléments que vous allez à tout prix essayer d'apaiser et de laisser endormi, puisque en tant que simple mortel, sinon vous ne pourrez pas survivre face à leur puissance, face à leur pouvoir. Et ces choses terrifiantes, ces dieux qu'il faut apaiser, on les retrouve dans tout un tas de légendes japonaises. Donc, pour ceux qui s'intéressent ou qui ont envie de s'intéresser justement à cet ensemble des légendes, à la mythologie japonaise, il y a un grand texte que je vous recommande de lire, qui s'appelle le Kojiki. Et le Kojiki, en fait, c'est le recueil de tous les mythes fondateurs en fait, du Japon. Alors, bien sûr, ce n'est pas forcément le livre que vous allez lire facilement le soir avant de vous coucher, puisque comme tout grand recueil mythologique, c'est une écriture un peu particulière. C'est un livre millénaire, donc vous imaginez bien qu'au niveau stylistique, c'est pas aussi accessible que d'en lire des adaptations modernes. Mais ceci dit, si vous vous intéressez à la culture japonaise, si vous avez envie de découvrir quelles sont les bases de leur imaginaire, c'est quelque chose qu'il faut lire. Et dans le Kojiki, on retrouve du coup des créatures qui pourraient presque faire penser aux grands anciens, puisque vous allez avoir des espèces de monstres comme Orochi par exemple, une espèce de dragon à 8 têtes qui va être tué par un dieu qui est chargé du coup de protéger toute une branche de la lignée impériale. Bref, on retrouve finalement plein d'éléments mythiques qui auraient pu inspirer Lovecraft fondamentalement, et dans lesquels nous, en tant que Lovecraftiens, on a en tout cas tout à fait envie de se projeter. Donc ça, c'est le premier élément de connexion. Donc cette idée que de toute façon, dans l'imaginaire
japonais, il y a déjà des espèces de grands anciens, et il y a déjà cette idée que le cosmos autour de vous, il peut être une source d'harmonie profonde, comme il peut être une source d'horreur tout aussi profonde. Et ça, du coup, c'est quelque chose que vous allez retrouver dans des univers très modernes, comme dans des mangas comme Blue Seed, par exemple, ou comme Devilman de Go Nagai, donc vous avez peut-être vu l'adaptation en animé. Dans Devilman, vous avez en fait des démons qui sont enfermés dans une prison polaire et qui tentent de se réveiller pour faire régner la terreur sur Terre. Bon, je pense que ça vous fera penser à quelques nouvelles de Lovecraft. La deuxième chose qui fait que les Japonais ont pu si facilement s'approprier cet univers-là, c'est que une part de leur imaginaire est profondément aquatique. Parce que Lovecraft, il n'a pas le monopole de l'adjectif scameux, il n'a pas le monopole, j'allais dire, des dieux crapauds, mais ça, c'est pas lui qui l'a créé, c'est Auguste Derleth. Bref, mais tout ce qui est peau scameuse, tentacules, les ailerons, des créatures qui ressemblent à des profonds, mais on retrouve ça en fait aussi dans les légendes japonaises, on retrouve ça aussi dans leur imaginaire. Donc du coup, c'est pas si étonnant que ça de voir que un univers comme le Cauchemar d'Innsmouth puisse du coup avoir été adapté 5-6 fois en manga, réécrit par plein d'écrivains d'horreur japonais. Enfin, c'est normal finalement, ça parle à leur univers. Dans les premiers mythes, donc de ceux qu'on peut trouver dans le Kojiki dont je vous parlais tout à l'heure, on a par exemple le mythe de Toyotama Hime, qui est la fille aînée du roi dragon, qui va se fiancer à un prince japonais, et ce prince japonais, il a du sang de dragon, et du coup, on a notre pauvre princesse qui va se retrouver à accoucher au fond de l'océan d'une espèce de créature qui est mi-dragon, mi-tentacule, mi-humain, Enfin, ça fait beaucoup de moitié, vous allez me dire, mais un espèce de grand tas composite. Bon, mais si vous pensez à l'abomination de Dunwich et la manière dont elle est décrite, c'est pareil. Enfin, c'est jamais qu'un grand tas composite de tentacules, de fourrures, de choses auxquelles on n'a pas envie de penser avant de s'endormir. Bon, mais dans ce mythe de Toyotama Hime, c'est exactement la même chose. Il est à noter, cependant, que cet imaginaire aquatique qui est si cher aux Japonais, contrairement à Lovecraft qui n'en fait jamais quelque chose de sexuel, ça va pour le coup toujours être très érotique, pornographique, sexuel, tout ce que vous voulez, chez les Japonais. Pourquoi ? Donc c'est le grand moment où on va parler de tentacules, parce qu'une conférence sur l'imaginaire japonais sans parler de tentacules, ça serait juste pas normal. Alors, plusieurs choses. Première chose, mais pourquoi est-ce que cet imaginaire aquatique il est toujours sexualisé? Vous pouvez penser par exemple à Lukiyoe, la femme du pêcheur de Kusai. Tout simplement parce que comment dire, il a longtemps été interdit dans l'imaginaire visuel japonais de représenter le sexe masculin et le sexe féminin. Donc le sexe masculin du coup, on essaye de le remplacer, et donc du coup, quoi de mieux qu'une tentacule, puisqu'après tout, ça aussi c'est visqueux, pénétrant, tout ce que vous voulez, vous mettrez tous les jolis adjectifs que vous avez envie de mettre dessus. Donc tout ça, ça explique pourquoi l'imaginaire aquatique japonais, même quand il donne naissance à des créatures absolument innommables, indicibles, tout ce que vous voulez, mais il va représenter aussi un certain érotisme. Dans l'imaginaire japonais, le poulpe, il est aussi pratique, puisque, donc, outre le fait qu'il va représenter le membre masculin, il permet aussi de cacher le sexe de la femme, qui doit lui aussi ne pas être représenté. Par ailleurs, le côté fluide, le côté fluide, eau, dans l'imaginaire japonais, c'est toujours lié aussi au surnaturel, à l'au-delà, au fantôme. Donc du coup, jouer sur le côté aquatique, c'est une manière de montrer que tout ce qui est en train de se passer, c'est profondément surnaturel, c'est profondément imaginaire. Du coup, à partir de ces charmantes considérations, vous allez avoir des auteurs comme Toshio Maeda
qui vont du coup créer des univers mi-nippon, mi-Lovecraftiens. Et vous allez avoir notamment des mangas comme Invasion, Beast Invasion, où vous avez en fait des démons qui essayent de fertiliser le plus d'humains possible et qui vont les fertiliser à grands coups de tentacules, si j'ose dire. Où vous allez avoir cette espèce de film de série B, voire même série Z, j'allais dire plus ou moins pornographique, mais non, disons-le, complètement pornographique, qui est Urotsuki, je me suis foirée sur le titre, pardon, Urotsuki Doji, que vous connaissez peut-être sous le titre anglais de Exorcister, où vous allez avoir une espèce de chasseuse de démons qui porte une mini-jupe et qui va se faire assaillir par des monstres pleins de tentacules ou de tubes d'aspirateur lubrique qui essayent de l'assaillir de toutes parts pour vous offrir à la fois un film aussi démoniaque que sexy, entre guillemets, qui peut nous paraître soit complètement repoussant, soit complètement ridicule, mais qui a un véritable sens pour les Japonais, puisque ce côté érotico-ludique, lubrique, on le retrouve aussi dans leur premier mythe. Donc dans le Kojiki, par exemple, on vous raconte un moment que la déesse Amaterasu, qui est la déesse du soleil, elle est vexée, elle part se planquer dans une caverne, et pour la faire sortir, les dieux commencent par lui faire des compliments, ça ne fonctionne pas, et finalement la seule chose qui va la faire sortir de sa caverne, c'est la déesse de l'aube qui danse en écartant bien ses jambes, histoire de lui montrer son entrejambe, et qui rit beaucoup en lui présentant son entrejambe. Donc, il y a un côté toujours très ludique au sexe au Japon. Bref. Il y a des dieux anciens, il y a des tentacules, du coup, vous l'aurez compris. Et la troisième chose qui fait que nos Japonais se sont appropriés si facilement, finalement, l'imaginaire Lovecraftien, c'est leur amour pour les kaiju. Donc les kaiju, si vous n'avez jamais entendu ce mot, donc ce sont des monstres du type Godzilla. Donc les kaiju, littéralement, ça veut dire bêtes mystérieuses, et donc ça va être on dit des monstres japonais généralement pour les présenter. Ça va être ces espèces de créatures qui ont toute une apparence plus ou moins préhistoriques, anciennes, et qui vont être dotées de plein de pouvoirs surnaturels, le vol, le feu, la métamorphose, la télépathie, et qui, à leur manière, vont incarner une certaine conscience de l'apocalypse dans l'imaginaire japonais. Donc là, le tout premier kaiju, le plus célèbre, donc c'est Godzilla, ou Gojira pour les Japonais, donc qui apparaît dans leur imaginaire dans les années 50. Gojira, il vient de l'eau, comme Cthulhu, et il est l'incarnation finalement de la peur du nucléaire dans l'imaginaire japonais, et c'est cette idée de vous voyez, la science, elle a failli nous détruire, mais elle n'a pas réussi, mais si la science elle vient se mixer à notre environnement, on perturbe l'harmonie cosmique, donc du coup ça va se retourner contre vous, et vous ne pourrez rien du coup contre cette entité surnaturelle qui va venir finalement vous menacer et anéantir la civilisation que vous avez peiné à reconstruire. C'est très Lovecraftien tout ça, cette idée d'une créature très ancienne, une technologie qui a peut-être été perdue ou qui a été mal maîtrisée, c'est très japonais, c'est très représentatif en tout cas de cet imaginaire de l'apocalypse qui se développe au Japon après les années 50. Parce que vous allez avoir d'une part des gens qui vont essayer de vous montrer que la science c'est trop bien, ça permet de se reconstruire. Ça, vous avez par exemple un personnage que vous avez peut-être croisé qui est Astro le petit robot, qui est là pour vous montrer que la science est quelque chose de positif, et puis il y en a d'autres au contraire, donc comme Gojira, qui vont vous montrer que mais il faut faire attention à pas bouleverser l'harmonie, il ne faut pas bouleverser le cosmos. Au fil des films, Godzilla va évoluer, parce que vous avez des films où au contraire c'est celui qui vient protéger le Japon, notamment il vient le protéger de Mothra. Mothra, si vous l'avez jamais vu, c'est un espèce de papillon géant. Puis au fil du temps, le kaiju, il vient surtout devenir une entité divertissante qui va vous amuser parce qu'elle va prendre des formes pas possibles. Vous avez par exemple Dogora, qui est une méduse qui adore les diamants. Vous avez
Gigan qui est un pingouin cyborg, vous allez avoir Gamera, la tortue préhistorique. Enfin, le monstre finalement va devenir une source de fascination, de rire et de divertissement, exactement finalement comme l'imaginaire Lovecraftien qui va euh, devenir, va subir, entre guillemets, subir n'est pas forcément le bon terme, mais va subir une réappropriation pulp qui fait que vous avez peut-être une peluche My Little Cthulhu chez vous, ce genre de choses-là. Dernière chose qui fait que l'univers de Lovecraft, il était facile, les Japonais avaient des facilités pour se le réapproprier, c'est que fondamentalement, l'imaginaire Lovecraftien, c'est un imaginaire qui est auto-référencié, qui fonctionne en se complétant, en jouant d'écho en écho. Mais fondamentalement, l'imaginaire moderne japonais, l'imaginaire otaku, du coup, la pop culture japonaise, elle fonctionne beaucoup comme ça aussi. Donc, cette manière de fonctionner, c'était facile finalement de la dupliquer et de se la réapproprier. La dernière incarnation de cette belle rencontre entre le Japon et Lovecraft, donc j'avais envie de réserver un temps spécial pour Gutanabe, c'est du coup les magnifiques adaptations qu'ont publiées en français les éditions de Kiun. Donc pour l'instant, vous pouvez vous plonger dans Les Montagnes Hallucinées, dans L'Abîme du Temps, La Couleur tombée du ciel, et puis depuis quelques semaines dans L'Appel de Cthulhu. Sachez que au Japon, il y en a d'autres encore. Il y a quelques nouvelles de Lovecraft, comme Dagon par exemple. On espère bien qu'on aura l'adaptation un jour. Et puis là, actuellement, Tanabe est en train de travailler sur le cauchemar d'Innsmouth, ce qui devrait être particulièrement délectable aussi. Et donc, ce mangaka, je vous recommande, si vous n'avez pas encore eu l'occasion de découvrir cette adaptation, je vous recommande vraiment de vous plonger dedans, parce que c'est certainement, je trouve, parmi les adaptations graphiques à la fois les plus fidèles et les plus originales qu'on ait pu avoir de l'univers de Lovecraft. Fidèle parce que il y a un vrai travail autour de la notion d'adaptation. Par exemple, pour Les Montagnes Hallucinées, qui, vous savez, est une nouvelle qui parfois est très bavarde dans son style. Enfin, c'est très naturaliste, cette exploration scientifique. Et Tanabe a réussi à rendre vivant ce caractère naturaliste. Si vous regardez La Couleur tombée du ciel, vous allez être happé par le travail qu'il a pu faire sur les textures pour vous faire ressentir le côté surnaturel, visqueux et étrange de cette couleur, de l'odeur qu'elle peut dégager. Enfin, il a réussi à travers son trait à partager ça avec vous. L'Appel de Cthulhu, tous les passages qui relèvent de la géométrie la plus non euclidienne. Il a beaucoup travaillé sur la ligne et sur le découpage pour essayer de reproduire cette espèce d'impression de vertige qu'on peut avoir en lisant la nouvelle. Donc, je vous recommande chaleureusement ce qui pour l'instant est une des dernières plus belles rencontres du Japon avec Lovecraft, puisque Tanabe a vraiment réussi à la fois rendre hommage à l'œuvre du maître de Providence et en même temps l'adapter dans un cadre spécifiquement japonais qui est la narration de type manga. Et c'est une très belle rencontre graphique, et je me rends compte que depuis tout à l'heure, j'oublie complètement de vous montrer toutes les images que j'avais soigneusement sélectionnées. Je vous laisserai découvrir par vous-même du coup, mais c'est vraiment de belles adaptations et un beau témoignage de la rencontre du Japon avec Lovecraft. Et voilà, j'en ai fini, donc je vous redonne la parole. Merci pour votre attention.